Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on va voir comment faire pour mettre un peu de relief sur nos objets. Donc on va voir trois méthodes, deux méthodes qui seront une illusion et une méthode qui va modifier vraiment la topologie de notre objet. Donc pour cela, on va voir pour notre première méthode, on va créer un cube ici, on va zoomer dessus. Là on va passer en rendu, on va activer ici, donc désactiver les lumières pour activer le HDRI de la scène. Et là on va passer bien en cycle. Une fois qu'on a ça, ici on va passer dans le shader editor et on va créer une nouvelle matière. Donc pour commencer, on va créer un nœud de noise, un nœud de bruit. Si je le mets dans ma couleur, on voit que ça va me créer une nuance de noir et de blanc. On va bouger ici le scale, et là nous avons notre texture sur notre objet, qui pour l'instant c'est juste un bruit de noir et blanc. Pour avoir du relief, Blender a un nœud qui est super intéressant, qui va s'appeler le bump. Donc le bump, on va le poser ici, et on va le rentrer là dans la normale. Je vous expliquerai juste après pourquoi. Le facteur qui sort du noise, on va le rentrer dans hauteur. Et là, on voit qu'on commence à avoir des aspérités sur notre objet. Et ces petites aspérités vont correspondre à notre texture. Donc on a l'impression qu'il y a du relief sur notre cube. Par contre, si je viens ici en mode modélisation, notre cube il est tout lisse, il n'y a bien que 6 faces, pas de relief. Lorsque je passe en rendu, on a bien un rendu en relief. Ici j'ai mis un noise texture, mais je peux très bien mettre un autre nœud. Par exemple, je vais mettre un nœud de texture de type le Voronoi, qui est plutôt pas mal. On prend la distance, on le met toujours dans la hauteur, et là on va se retrouver avec ceci. Pareil, je vais pouvoir bouger ici le scale de mon Voronoi, et on va avoir l'illusion que notre objet, il a des creux et des bosses. Vous voyez que si je retire là, on se retrouve avec ceci. Si je remets dans la normale, on va se retrouver avec ceci. Mais alors comment ce nœud de bump fonctionne? Donc pour ça, on va aller sous Paint. J'avais déjà fait une petite explication du système de rendu de Blender dans les vidéos de Game of Thrones où j'expliquais le light path, comment la lumière fonctionnait dans Blender. Je vais refaire un petit résumé ici pour que ce soit plus clair pour tout le monde. Donc dans notre monde, comment ça fonctionne? On va avoir un soleil, on va avoir un objet, donc là on va mettre un cube, et on va avoir l'œil humain. Le soleil va envoyer un rayon lumineux avec tout le spectre colorimétrique. Ici, notre objet, en fonction de ses propriétés et de sa couleur, va aspirer une certaine partie du spectre, et le reste du spectre colorimétrique va rebondir et venir jusqu'à notre œil. Et en fonction ici de l'intensité de la lumière reçue par le soleil, de la couleur qui ressort et de l'angle qu'on va voir ici, notre œil va voir une certaine couleur qui sera analysée par notre cerveau, etc. Donc ça c'est la façon logique que tout le monde connaît, comment la lumière fonctionne dans notre monde. Et bien Blender, ça va être la même chose, sauf que ça va être un petit peu différent. Ici, on va mettre un autre cube pour que ce soit plus visible, hop, et on va voir une caméra. Et bien Blender, comment il fonctionne? Ça va pas être la lumière qui envoie la lumière, qui envoie son rayon, ça va être la caméra qui va envoyer un rayon. Ce rayon va rebondir sur notre objet et aller chercher une lumière. Et qu'est-ce qui va déterminer du coup la couleur que notre pixel va voir? Ça va être l'intensité de notre lumière, sa couleur, ici les propriétés de notre objet avec notre shader editor, et l'angle qu'on va avoir ici. Donc pour résumer, on va avoir trois données qui vont interagir sur notre couleur. On va avoir l'intensité de notre lumière avec sa couleur. On va avoir la propriété de notre objet, donc ça va être son shader. Et on va avoir l'angle ici du rayon. Et c'est sur cette partie-là que notre bump va avoir son importance. Parce que l'angle, par quoi il est défini? Eh bien l'angle, il va être défini sur la normale de notre scène. Alors qu'est-ce que c'est une normale? Eh bien une normale, ça va être la perpendiculaire à notre face. C'est-à-dire que si j'ai une face qui va ressembler à ceci, eh bien sa normale va être par là. Si c'est un cube que j'ai, la normale de la surface du haut va être par là-bas, et la normale de la surface de face va être en face. Donc ça, c'est les normales. Et c'est ça qui va déterminer ici l'angle. C'est pour ça que là, j'ai une surface qui est droite comme ça, du coup, je vais avoir un angle comme ça. Et donc, on va avoir des normales à deux niveaux. On va avoir des normales au niveau de la face. Donc si je viens ici, sur mon cube, on a une normale qui suit l'axe Y, une qui suit l'axe Z et une qui suit l'axe X. Mais on va aussi avoir des normales au niveau des pixels. Et c'est là que le bump va intervenir. Parce que sur chaque pixel, je vais avoir une normale. Donc là, elles sont toutes, comme c'est une seule et même face, elles vont être toutes parallèles. Et le bump, lui, il va arriver là-dessus. Donc pour rappel, on a ici un bump qu'on a rentré dans la normale de notre objet. Parce que ce qu'on veut, c'est ne pas avoir toutes les normales qui suivent parfaitement les objets, mais on veut casser ça. On veut jouer un petit peu sur ces valeurs de normale. Donc on est rentré ici dans le nœud normal, pour lui dire que tu touches aux angles des normales. Donc le bump, on l'a rentré dedans. Et pour lui dire de quelle façon tu vas casser les angles, et ben on lui a mis un noise texture. Et on se rappelle, le noise texture, c'est une nuance de gris en noir et blanc. Donc qui dit nuance de gris, noir et blanc, dit des nuances de chiffres qui vont de 0 à 1. Parce qu'on rappelle, le 0, c'est le noir et le blanc, c'est 1. Et en fonction de la valeur entre 0 à 1, le bump ici va attribuer un angle. Et cet angle va être ajouté donc à l'angle qu'on a ici. Et ça aura pour effet de modifier
l'angle de notre normal. Par exemple, on a une valeur en gris très clair, donc en 0,9, on va avoir un angle qui va comme ça. En blanc, on va avoir un qui va comme ça. On va avoir des angles qui vont un peu dans tous les sens, grâce à ces nuances de gris. Et donc, comme j'ai modifié ici mon angle, qui n'est plus perpendiculaire ici, lui, je l'ai modifié comme ça, eh bien la couleur là va être différente. Et comme pour chaque pixel, j'ai modifié l'angle, eh bien pour chaque pixel, il va envoyer une couleur différente. Et c'est ça qu'on va retrouver ici. C'est parce que pour chaque pixel qui a une orientation différente, il va pouvoir passer du noir au blanc de manière assez aléatoire, parce qu'on a mis ici un noise. Ici, vous voyez, le Voronoi est beaucoup moins aléatoire. Hop, si je le mets dans la hauteur, on va se retrouver avec ça. Donc voilà comment fonctionne le bump dans la théorie. En gros, il va modifier l'angle des normales de chaque pixel où les rayons de notre caméra vont rebondir, ce qui va permettre de créer un jeu d'ombrage qui vont faire comme si il y avait de l'ombre et des aspérités sur notre pièce, et donc du relief. Donc comment va fonctionner le nœud de bump en lui-même? Eh bien, on va avoir une sortie en normale, une fois qu'il a fait son calcul, et avant on a les entrées, donc on va avoir une entrée de hauteur qui va être les textures ou autres qu'on veut rentrer à l'intérieur pour lui donner les valeurs pour modifier la normale. On va avoir ici une entrée de normale qui va nous permettre, si on fait une importation par exemple d'un objet, d'un autre logiciel ou autre, de pouvoir importer une normale à l'intérieur du bump. Ici, on va avoir une petite coche invert qu'on va pouvoir cocher, décocher. Ça va avoir pour effet d'inverser ici les normales et donc d'inverser les ombrages. Donc là, on voit que ça fait soit ressortir comme là, soit re-rentrer. Juste en dessous, on va avoir un petit curseur de strength, donc de force. Faut le voir comme un masque. À 0, il affiche pas. À 1, il affiche. Et après, entre les deux, il affiche plus ou moins en transparence. Et encore en dessous, on va avoir un curseur qui va s'appeler distance. Lui, si on regarde, on a l'impression qu'il fait un petit peu le même effet que la force, mais en fait pas du tout. Parce que la force, c'est juste un masque qui nous permet de gérer la transparence du bump, alors que lui, il va gérer l'intensité. Si je mets à 0, l'intensité est à 0, donc il n'y a rien. Mais plus je monte, plus le bump va être plus puissant. Et que là, il est très faible. Si je monte, il va être très fort, très prononcé. Donc lorsque vous voulez jouer avec votre bump et gérer par exemple son intensité, je vous propose plutôt de jouer avec le nœud de distance, enfin la rampe de distance, plutôt que la rampe de force, parce que la rampe de force, c'est juste apparition ou pas. Alors que le distance, c'est vraiment son intensité. Maintenant, on va pouvoir passer au deuxième nœud pour avoir du relief, qui va être le displacement. Donc on va retirer le bump, et là je vais mettre un nœud qui va s'appeler displace. On va le mettre ici en dessous. Le displacement, ici, je ne vais pas le rentrer dans la normale, je vais le rentrer directement dans le material output, dans la petite entrée displacement. Donc je prends sa sortie, je la rentre dedans. Mon Voronoi texture, ou mon noise texture, on va mettre le Voronoi pour voir ce que ça fait. Je vais le rentrer pareil, dans la hauteur, dans la height. Une fois qu'on a fait ça, on a l'impression qu'on a fait la même chose que le bump. Mais en fait, il faut venir ici dans Options, dans Surface ici, et dans Displacement. Ici, si on est en Bump Only, venir soit mettre en Displacement Only, soit Displacement and Bump. Et là, qu'est-ce que ça va faire? Eh bien, si vous regardez, vous avez probablement vu, ça vient toucher la position des vertex. Donc ça va être là la différence entre le bump qu'on avait et le displacement, c'est que le bump va jouer sur les pixels et l'orientation des normales des pixels. Le displacement, lui, va jouer sur la position des vertex. Ça va être de la même manière, il va récupérer les couleurs de noir et de blanc qui vont être transmises en valeur de 0 à 1. Et en fonction de la valeur entre 0 et 1, il va appliquer une certaine déformation à la position de notre vertex. Ici, j'ai que 8 vertex, donc ça fait pas grand chose. Si je bouge le scale, ça va juste scale les vertex, on le voit, mais ça va pas créer de relief sur notre pièce. Pour ça, on va venir ici rajouter des vertex. Et là, on voit à chaque fois que je rajoute des vertex, ça va créer des petites aspérités. Hop, on va pouvoir gérer le scale. Et hop, on voit qu'on se retrouve avec quelque chose de beaucoup plus propre. Plus je vais ajouter des vertex, plus ce sera propre, mais par contre, plus ce sera lourd. Donc c'est là l'inconvénient du displacement par rapport au bump, c'est que le displacement va toucher les vertex, donc il va nécessiter d'avoir une certaine densité de vertex pour avoir un effet. Vous voyez que là, maintenant on a un trou, ce qu'on ne pouvait pas avoir tout à l'heure avec le bump. Par contre, si je viens ici en mode modélisation, mon cube, il est toujours tout lisse. On va retrouver bien sûr tous les vertex, mais par contre les vertex auront leur position initiale. Pour avoir la position finale, il faut passer en rendu. Si je veux avoir la même chose, mais par contre j'ai envie de voir dans ma modélisation parce que cet objet a un impact sur son environnement, donc si je veux que le displacement arrive directement sur la modélisation, eh bien on va utiliser un displacement, mais on va pas passer par le shader, parce que le shader lui il agit que au niveau du rendu. On va passer non pas par le shader, mais on va passer ici par les modifiers. Les modifiers, j'en parlerai, j'en ferai une vidéo à part, parce que c'est les outils de Blender, etc. Mais pour l'instant on va voir celui-là parce qu'il est intéressant. Donc on va aller ici dans le menu Modifier, on va faire Add Modifier, on va taper Displace,
Et ici, on va voir un petit module qui est apparu. On va voir New pour lui mettre par rapport à une texture. On va voir ici la direction si on veut qu'il suive la normale, le X, le Y, le Z de notre trièdre ici, de notre objet ou de notre trièdre, en fonction d'ici on est en global ou en Y. On peut lui mettre une custom normale. Et ici, on pourra mettre avec des vertex group. Les vertex group, on en parlera plus tard. Donc je vais cliquer sur New pour créer une texture. Et ici, j'ai un petit menu qui est apparu qui va être un menu de texture, qui va s'appeler Texture Properties. On va monter ça ici, là. Et là, on arrive sur un autre menu avec notre texture. Ici, on a la liste des textures qu'on a dans notre scène. On va aller sur la 1, parce que c'est la 1 que j'utilise ici. On va retrouver son nom. On va l'appeler Displace Exemple, par exemple. Et ici, du coup, il va s'appeler Displace Exemple. Et là, on va pouvoir lui dire, est-ce que tu veux aller chercher une image? Donc on peut importer une image. Ou est-ce que tu veux mettre une texture? Et là, on va retrouver les textures qu'on va retrouver dans notre shader editor. Et si je mets texture ici, on va se retrouver avec ça. Donc on voit qu'on en a quand même beaucoup plus. Et là, on va voir d'autres textures. On était parti sur un Voronoi, donc on va mettre le Voronoi. Là-haut, on va se remettre ici en normal, pour avoir la même chose que là. Et là, on va pouvoir gérer, pareil, son intensité, pour gérer ici la texture. Vous voyez que si je pousse, il blanchit. Si je rappe ici, il reste entre 0 et 1. On va pouvoir gérer sa size. Et vous voyez que du coup, ça va gérer ici directement la position des vertex. Tout pareil. Et après, je vous laisserai regarder par vous-même, mais en dessous, on va avoir d'autres petits menus qui vont permettre de jouer directement sur notre texture. Ici, on va voir donc sa taille que j'étais en train de jouer avec. On va voir ici son intensité, si je veux qu'il soit plus ou moins fort. Attention, si je viens en dessous 1, on voit que la modélisation va se rentrer dedans. Ça sera un peu moche. Donc on va faire attention de rester bien au-dessus de 1. Là, on va pouvoir gérer d'autres trucs. Je vous laisserai regarder ça. Il y a ces différents styles de texture que vous pouvez retrouver. Et on peut toujours retourner dans le modifier pour modifier par exemple ici son intensité. Mid-level, ça va nous permettre de gérer à quel moment on commence. On va faire sur un plan pour vous montrer. Si je mets un plan par exemple, si je remets sa displace, si ici le mid-level je le mets à 0, il va être tout en haut. Si je le mets à 1, il va se remettre au niveau de nos vertex. Donc ça va gérer la distance à laquelle vous voulez que ça commence. Donc 1, il va se mettre au niveau de notre cube, 0, il va se mettre un peu plus éloigné. Donc ça vous permet de gérer un petit peu comment vous voulez gérer la chose. Par contre, pour le moment, si je rentre en mode édition sur mon cube, tous les vertex ont bien leur position de leur cube initial. Si je veux appliquer ici la position des vertex comme je l'ai sur mon modifier et mon displace, pour pouvoir le modifier après en mode édition, on va venir ici en displacement, en mode objet bien sûr, et ici on fait apply. Et si je rentre maintenant, on voit la position des vertex qui a été modifiée selon la texture. Par contre, une fois que j'ai appliqué le modifier et que les vertex ont pris leur position suivant la texture, je ne peux plus revenir après sur le modifier. Le modifier s'est fermé, la texture a disparu. Donc voilà, c'était les 3 manières de créer du relief à notre objet. Donc il y a la première manière qui est d'utiliser un bump. Donc lui, il va gérer juste la normale des pixels, ce qui va nous permettre d'utiliser des modélisations ultra simples et ultra légères. Et il y a la deuxième façon qui va être d'utiliser le displacement dans le shader editor, qui lui va créer le displacement au moment du rendu, ce qui veut dire qu'on ne l'aura pas au niveau de la modé. Donc ça peut être intéressant pour alléger des scènes ou des choses du genre, parce que ça reste du shading. Mais son problème, c'est qu'on va devoir créer un certain nombre de pixels. Mais par contre, son problème, c'est qu'on va quand même devoir avoir énormément de vertex si on veut une certaine précision. Et le modifier, lui, va nous permettre de modifier directement la position des vertex en mode modélisation. Donc voilà pour les 3 manières les plus simples de mettre du relief sur notre objet. Je vous invite à faire vos tests en utilisant différentes textures comme on avait vu la dernière fois, utiliser des masques, etc., faire vos propres créations et essayer de pousser ça jusqu'au bout pour voir un petit peu comment ça marche. Je vous dis à la prochaine et puis bon courage.